Bienvenue dans l'Africa News, votre émission de débat et d'analyse. Dans cette semaine spéciale Burkina Faso, le dossier du jour sera consacré au bilan des premiers mois du président Roch-Marc Christian Kaboré. Au sommaire également de cette émission, visite du président ivoirien Alassane Ouattara en Algérie. Et le Burkina Faso émet de nouveau les mandats d'arrêt internationaux qui avaient été annulés pour vice de procédure. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Notre invité tout d'abord est journaliste Bangali Touré. Monsieur Touré, bienvenue. Merci pour l'invitation. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Alfred Chango. Alfred, merci d'être avec nous. Merci Amira, c'est merveilleux de vous retrouver autour de ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, je dis aussi merci de leur accueil. Et Jemal Taleb. Jemal, merci d'être avec nous ce soir. Merci Amira, bonsoir à tous ceux qui nous regardent, notamment au Congo, au Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le président ivoirien Alassane Ouattara en visite d'État en Algérie du 2 au 5 mai suite à l'invitation de son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. Notons qu'il s'agit de la première visite d'un chef d'État ivoirien en Algérie. Au cœur des discussions, le partenariat économique mais aussi la coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est un sujet d'Olivia Hieré-Dobré. Première visite du président ivoirien Alassane Ouattara en Algérie. C'est une première pour le président de la République de Côte d'Ivoire qui est en visite d'État en Algérie depuis ce lundi 2 mai 2016, sur invitation de son homologue Abdelaziz Bouteflika. Le séjour du président ivoirien, qui prendra fin ce jeudi 5 mai, sera une occasion pour les deux chefs d'État de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, ainsi que le partenariat économique entre les deux pays. Il y a une coopération à renforcer, une expérience à partager, notamment dans le domaine des hydrocarbures et des infrastructures. Ce sera l'occasion de remettre en route les accords qui avaient été signés à l'époque, de réactiver les accords de coopération et de relancer le commerce et les échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Sera également au menu des sujets d'intérêt commun aux deux chefs d'État, la question cruciale de la paix et de la sécurité et la lutte contre le terrorisme, eu égard aux attaques terroristes dont fait l'objet le continent. Sur le plan sécuritaire, le djihadisme est quelque chose qui nous menace. L'Algérie a eu une expérience importante, une longue expérience de la lutte contre l'islamisme radical et contre le terrorisme. Aujourd'hui, le pays a retrouvé une stabilité sur le plan sécuritaire. Il est important de partager cette expérience, de voir comment l'État algérien est parvenu à bout de ce radicalisme et de ce fondamentalisme et comment il lutte contre les réseaux djihadistes et islamistes aujourd'hui qui sévissent aussi quelquefois en Algérie mais au-delà à l'extérieur et notamment en Côte d'Ivoire. Cette visite traduit par ailleurs la volonté de l'Algérie à construire des partenariats solides avec les États au sud du Sahara. Ces derniers mois, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a reçu plusieurs de ses homologues d'Afrique au sud du Sahara, une offensive diplomatique qui, selon de nombreux observateurs, serait une réponse algérienne à la présence de plus en plus accrue de son voisin marocain dans cette partie du continent. Je prendrais plutôt le volet économique, parce que quand on prend le volet sécuritaire, aucun pays n'est à l'abri. La seule chose qu'on peut demander aux États, c'est les échanges d'informations. Au-delà des échanges d'informations, je ne vois pas comment on peut s'entraider en matière d'échange d'expertise, d'expérience. Non, surtout d'informations. Vous savez, tout est démontré que ce n'est pas avec des armes lourdes qu'on peut lutter contre les sectes islamistes. La seule chose qu'on peut, c'est transmettre, permettre aux services de sécurité ivoirienne d'avoir des informations sur le mouvement de certaines personnes en Algérie et vice-versa. Mais l'enjeu, je trouve, plutôt économique, parce que l'Algérie est un pays qui importe beaucoup de la Côte d'Ivoire, notamment le café, le cacao et autres. Donc, il s'agit pour la Côte d'Ivoire de mettre en place un mécanisme qui pourrait lui rapporter beaucoup en termes d'investissement déjà, parce que tout est démontré que les 2 dernières années, l'Algérie a beaucoup investi en Côte d'Ivoire. Il est allé jusqu'à dépasser aujourd'hui la France en termes de pourcentage d'investissement en Côte d'Ivoire. Donc moi je dirais, je reviens pour dire que c'est un enjeu purement économique d'abord pour Alassane Ouattara. Après, vous savez bien la divergence d'opinion entre l'Algérie et le Maroc. Donc ça peut être un tremplin aussi pour la Côte d'Ivoire en se rapprochant de l'Algérie qui trouvera certainement un intérêt
ou un enjeu assez élargi au-delà même de ce que fait le Maroc en Côte d'Ivoire. Justement, Gemal, concernant l'offensive du Maroc en Afrique subsaharienne, vous nous disiez vendredi que vous doutiez un peu du bien fondé de ce partenariat, pas forcément gagnant-gagnant. Pensez-vous que l'Algérie saura se distinguer et justement faire de cette coopération un partenariat sud-sud et surtout gagnant-gagnant? Je ne sais pas. Je crains que l'Algérie, dans sa situation actuelle, ne soit pas en meilleure situation de faire ce genre de geste. Elle est dans une situation politique difficile, elle est dans une situation économique difficile, elle est dans une instabilité, en tout cas dans un horizon politique pas très visible. Cela dit, c'est assez curieux que nous soyons aujourd'hui à épiloguer sur la politique africaine de l'Algérie. Celle-ci, elle est ancienne, elle est séculaire, elle est historique. L'Algérie a toujours eu une vraie politique africaine. C'est-à-dire qu'au-delà du monde arabe de façon générale et du Maghreb en particulier, l'Algérie est le pays qui a un vrai prisme africain et un vrai regard africain historique. Et il dépasse les intérêts de tel ou tel marché. C'est-à-dire que ce qu'on se disait vendredi sur le regard que quelques pays peuvent avoir sur le continent africain, notamment en termes de part de marché, l'Algérie avait en termes de part politique. Et d'ailleurs, elle avait tellement en termes de part politique que c'est le pays qui a porté le Front Polisario et la République sahraoui jusqu'à la faire admettre par une majorité de pays africains et par l'Union africaine. Cela dit, je pense, moi, contrairement à M. Touré, que la position de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est d'abord, de mon point de vue, sécuritaire. C'est-à-dire que l'Algérie s'impose naturellement, de par sa géographie, mais de par son histoire plus récente, comme étant le pays qui est l'acteur fondamental dans la lutte contre l'insécurité dans la zone d'Israël. Et donc la zone d'Israël qui est très large et qui va jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire. Et donc la Côte d'Ivoire a besoin forcément de l'expertise d'un pays comme l'Algérie dans le domaine de la sécurité. Et je pense qu'il faudrait, à mon point de vue, avoir ce regard d'abord, qui, de mon point de vue, n'est pas préparé aujourd'hui. Mais enfin, en tout cas, le regard sécuritaire est fondamental. En tout état de cause, la Côte d'Ivoire a une relation, et M. Touré a raison, historique avec le Maroc. C'est-à-dire que le président Houphouët-Boigny, mais tous ceux qui lui ont succédé, ont une histoire très forte. Je mets de côté la parenthèse Gbagbo qui est différente. Mais en tout cas, l'histoire de la Côte d'Ivoire est liée au Maroc. Et donc un rééquilibrage de la politique de Alassane Ouattara dans la zone qui est la sienne aujourd'hui, avec la disparition d'un allié important comme Blaise Compaoré avec l'Algérie, s'explique naturellement. Alfred, est-ce que la Côte d'Ivoire peut se passer aujourd'hui de l'aide de l'Algérie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Amira, ça c'est une question très, très importante par rapport à l'enjeu sécuritaire, non seulement au niveau de la Côte d'Ivoire, mais c'est plutôt au niveau de toute la région sahélo-saharienne et puis dans la région de l'Afrique occidentale. Comme il y a cette porosité de frontières, en tout cas pour le terrorisme, les terrorismes passent d'un pays à un autre. Et on l'a vu, même l'Algérie, qui dispose des moyens de lutte très efficaces contre le terrorisme, être aussi et encore frappée par AQMI. Et comme justement il y a cette prolifération terroriste, la Côte d'Ivoire venait d'être frappée à Grand Bassam il n'y a pas longtemps. Il me semble que le partage de renseignements, le partage d'informations, et puis même de formation et de mutualisation justement de ces moyens-là est nécessaire pour que tous les acteurs de la région puissent non plus se cantonner uniquement à une lutte interne à chaque pays, parce qu'on sait ce qui se passe sur cette question-là, où tous les États tiennent beaucoup à leur souveraineté et que donc acceptent difficilement les interventions à d'autres pays. Mais je pense que sur la question du terrorisme, on peut naturellement, le Nigeria l'a compris finalement, accepte de céder une part de sa souveraineté aux pays du front qui peuvent intervenir. Donc de faire que par rapport à AQMI, mais par rapport aussi à tout ce qui s'est passé en Libye, parce que les armes circulent justement depuis l'éclatement de la Libye. La coopération entre les deux pays est tout à fait nécessaire et indispensable. Alfred, vous nous parliez donc de la coopération politique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'aujourd'hui, économiquement, l'Algérie est encore un partenaire fiable ?
Je dirais, Amira, que malgré la crise, elle est conjoncturelle, je l'espère, elle ne va pas être structurelle. L'Algérie dispose encore des réserves importantes, dispose des moyens justement pour les importations en provenance de la Côte d'Ivoire. On sait que de l'autre côté, la Côte d'Ivoire importe beaucoup en termes énergétiques. Et que donc, malgré tout, à la fois les hydrocarbures en Algérie, par rapport à la capacité de la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup moins cher que de vouloir importer à d'autres producteurs. Et donc, oui, je crois que ça peut s'équilibrer. Monsieur Touré, vous vouliez réagir très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Rapidement, c'est pour dire qu'il faudra faire beaucoup attention à ce que mon cher Jamel vient de dire. Vous savez, il ne faut pas ramener toutes nos relations aujourd'hui avec les autres pays sur des questions sécuritaires. Parce que je crains qu'on ne soit englobé dans cette histoire de sécurité. L'enjeu aujourd'hui de la lutte contre le Boko Haram, que n'importe quelle secte, pour moi en Afrique, c'est la lutte contre la pauvreté. En ramenant tout sur des domaines économiques, si la population est capable de s'auto-nourrir, je pense que ça va être un grand atout pour les pays africains. Mais si on ramène tout sur les questions sécuritaires qui coûtent énormément dans nos budgets, ça risque de plomber le budget de nos États. Donc il faudra faire beaucoup attention. J'ai mal. Non, oui. Je ne ramène rien à rien. Je vis la situation telle qu'elle est. Je suis comme vous absolument soucieux de l'intérêt économique des populations. Sauf que la sécurité, je ne l'ai pas inventée, nous ne l'avons pas inventée, c'est une réalité. La sécurité est la première des libertés. Pas de sécurité, pas d'économie, pas de sécurité, pas de politique, pas de sécurité, rien ne vaille. Il s'agit de quelle sécurité là? Il s'agit d'une attaque inopinée qu'aujourd'hui, aucun État n'est à l'abri. N'est-ce pas? Non, personne n'est à l'abri. Parce que moi, quand on me parle de sécurité, on parle de grand banditisme, on parle de sécurité. Non, on parle de terrorisme. Des personnes qui viennent intervenir de façon inopinée. Et en plus, ils viennent pour mourir. Ils ne viennent pas. Non, mais sauf que si vous me dites que nous ne pouvons plus rien faire contre la sécurité et que nous avons l'obligation... Non, si vous associez la sécurité à la lutte contre la pauvreté, je vous suis. Si vous me dites que nous ne devons plus nous préoccuper de la sécurité et nous devons nous préoccuper du reste, pardon, vous vous trompez. Je pense que les choses vont ensemble et que nous avons l'obligation, évidemment, de nous occuper des questions de sécurité, nous avons l'obligation de nous occuper des questions d'économie. Et d'ailleurs, si beaucoup de jeunes s'aventurent dans ces situations-là, c'est parce que le chômage est dans, la pauvreté est dans, le désœuvrement est dans, et je vais vous dire, l'ignorance est dans. Et donc tout ça à la fois, nous sommes obligés de le faire. Pardon, la sécurité, nous avons l'obligation de nous en occuper, sinon elle nous frappe. Et messieurs, c'est fini, je suis désolée. Ne sont pas des Ivoiriens. On va être obligé de passer à la suite. Ça ne change rien. J'ai mal. Après la levée des mandats d'arrêt internationaux par la Cour de cassation, la justice burkinabé a décidé ce 29 avril de relancer de nouveaux mandats, notamment contre l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré et l'actuel président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Guillaume Soro. C'est un sujet d'Olivia Guéret-Aubry. La justice burkinabé décide de relancer de nouveaux mandats d'arrêt internationaux contre Blaise Compaoré et Guillaume Soro. Les mandats d'arrêt contre 17 personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, et le président déchu, Blaise Compaoré, annulés jeudi 28 avril 2016 par la Cour de cassation pour vice de forme, sont sur le point d'être relancés. Les juges d'instruction vont reprendre les mandats. Nous avions introduit la requête pour corriger un vice de procédure. Cela étant fait, on ne voit pas d'empêchement particulier à ce que ces mandats puissent être repris. Le 4 décembre 2015, la justice militaire burkinabé avait lancé un mandat d'arrêt international contre l'ancien président Blaise Compaoré, réfugié en Côte d'Ivoire depuis l'insurrection populaire ayant précédé sa chute du pouvoir en 2014. Inculpé pour son implication présumée dans l'assassinat du président Thomas Sankara, il est également poursuivi pour assassinat dans le cadre de l'enquête ouverte fin mars 2015 par les autorités de la transition burkinabé. La justice militaire burkinabé avait par ailleurs émis, le 8 janvier 2016, un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est accusé sur base d'un enregistrement de présumées conversations téléphoniques entretenues avec Djibril Bassolé, ex-ministre des Affaires étrangères du Burkina, d'avoir fomenté un coup d'État pour renverser le gouvernement de transition burkinabé en septembre 2015. Il ne faut pas donc confondre la procédure du dossier de l'affaire du président Thomas Sankara, dans laquelle procédure aucun mandat, à notre connaissance, n'a été annulé à ce jour. Par contre, dans le dossier du coup d'État du 16 septembre du général Gilbert Denguéré,
les mandats ont été effectivement annulés par la Cour de cassation pour vice de forme. Donc, il s'agit purement et simplement de régulariser la procédure, c'est-à-dire que le juge d'instruction a la possibilité de reprendre les mandats, cette fois-ci en respectant le code de procédure pénale, c'est-à-dire en soumettant ces actes aux réquisitions du parquet. Ceci étant, il n'est pas à craindre, de mon point de vue, que ces mandats ne soient pas repris, d'autant plus que le commissaire du gouvernement et le directeur du tribunal militaire ont affirmé qu'ils étaient sur le point, effectivement, de faire reprendre les 10 mandats. L'annulation des mandats contre Blaise Compaoré et Guillaume Soro a suscité de l'incompréhension au sein de l'opinion publique burkinabé. Le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, en marge d'une rencontre avec des agriculteurs ce vendredi 29 avril 2016, a assuré que tout rentrerait dans l'ordre. Alfred, on les annule, on les émet une nouvelle fois. Qu'est-ce que vous pensez de ce recul? En fait, il y avait une erreur au départ des juges qui avaient lancé ces mandats d'arrêt qu'il fallait corriger. D'ailleurs, la Cour suprême du Burkina Faso avait effectivement rappelé ce fait-là, disant effectivement qu'ils annulaient parce qu'il n'y avait pas un respect de la procédure et que donc il fallait aux juges, s'ils voulaient effectivement maintenir leur plainte contre à la fois l'ex-président de Burkina Faso et puis le président de l'Assemblée de Côte d'Ivoire, reformuler la requête et de cette manière-là, on pourrait effectivement relancer justement la procédure. C'est ce qui est en train de se faire. Mais effectivement, la confusion qui a été semée au niveau de l'opinion est tout à fait compréhensible. Mais de l'autre côté, certains espéraient effectivement que de cette manière-là, on pouvait justement apaiser la situation politique. En fait, il y avait deux dossiers différents. Il y avait le dossier Sankara, d'un côté, Thomas Sankara, et de l'autre, le dossier contre Guillaume Soro, et la plainte contre Blaise Compaoré. Et donc, je crois que c'est cette confusion-là qui a fait que la Cour suprême a dû annuler justement la procédure. Monsieur Touré, y a-t-il vraiment des chances que Guillaume Soro soit entendu par la justice burkinabé? Personnellement, j'ai toujours dit que la question de Guillaume Soro devrait être une question politique. Parce que la Côte d'Ivoire est assez liée au Burkina Faso. Vous avez environ 4 millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro n'est pas, comme on le dit, n'est pas n'importe qui, c'est le président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire. Pensez qu'un jour, Guillaume Soro pourrait comparaître devant une juridiction burkinabé pose des problèmes. Et je serais dubitatif. Mais c'est dire que Guillaume Soro aura un problème de leadership ou bien un problème personnel face au Burkinabé, cela pourrait être réel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas envisager à l'état actuel voir le président de l'Assemblée du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire comparaître devant une juridiction. Alors comment on règle ce problème de façon politique? Comme je l'ai dit, de façon politique, il faut que les acteurs politiques, les deux chefs d'État essaient de s'accorder sur un minimum de formules pour sortir de cette impasse. Parce que c'est très compliqué. Non, la justice d'abord, je pense que la justice est territoriale. Au-delà du Burkina, il faut comprendre qu'il faudra faire beaucoup attention. Il ne faut pas entacher aussi les relations entre deux pays qui sont fortement liés. Le problème, c'est qu'il y a des preuves. On a les écoutes téléphoniques qui ont manifestement été authentifiées. Il faudra bien qu'un jour, M. Soro réponde de ses actes. Et vous pensez que Guillaume Soro, honnêtement, vous pensez que Guillaume Soro va se déplacer pour aller se présenter devant les juridictions? Non, certainement pas. Mais justement, comment on peut régler le problème s'il n'est pas de manière juridique? Mais comment vous allez régler un problème judiciaire par une relation diplomatique entre deux pays? Parce qu'il s'agit de deux États. Et alors? Et alors? Et alors? Il faudra s'y attendre alors. Non, si vous me demandez, si vous me dites qu'il y a deux situations différentes, d'un côté, il y a effectivement une relation diplomatique compliquée entre deux pays très proches dont le destin, le sort, le passé sont liés. Et il s'agit du président de l'Assemblée nationale de ce pays, vous avez raison. Il s'agit d'autre part d'une opinion burkinabé post-révolutionnaire importante
qui essaye un tout petit peu de réparer les erreurs du passé. Et à côté, il y a la justice qui, elle, est un outil indépendant. Oui, et donc, la justice burkinabé est indépendante. C'est comme si vous me dites aujourd'hui que les États-Unis sont capables... Non, au-delà du problème factuel, c'est-à-dire, est-ce que la justice burkinabé dispose de preuves suffisamment importantes pour inculper ce monsieur, y compris le fait qu'il soit président de l'Assemblée nationale d'un autre pays? La question est là. C'est une question de matérialité de fait. Et donc, si la Côte d'Ivoire, si la justice du Burkina dispose de preuves matérielles, elle est en droit d'inculper qui que ce soit. Et donc, il est difficile de demander au pouvoir politique d'interférer dans une affaire judiciaire comme celle-là. D'ailleurs, vous-même, vous ne le demanderiez même pas dans un pays occidental, vous le demanderiez en Côte d'Ivoire. Donc, vous souhaitez que le pouvoir politique burkinabé s'assoie sur la justice de ce pays et qu'il décide à sa place ce qui doit être bon, ce qui doit être mauvais. Ce n'est pas ma conception de la justice. Mais au-delà de ça, et vous avez parfaitement raison, quand vous me dites qu'en effet, le Burkina est un pays très proche et que la Côte d'Ivoire est un pays important et que de surcroît, il s'agit du président de l'Assemblée nationale de ce pays et qu'il faut faire attention, ça va de soi. Mais enfin, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux parce qu'il pose la difficulté des relations d'indépendance entre l'outil judiciaire et le pouvoir politique, qui lui est un agenda. Je suis persuadé que le président Kaboré est particulièrement gêné. Mais c'est très compliqué, vous comprenez bien. Oui, il était très gêné, il avait même dit qu'il n'était pas vraiment au courant de ces mandats d'arrêt. Bien entendu, ne demandez pas à la justice burkinabé ce que vous ne demanderiez jamais à la justice américaine. Jamais. Mais vous savez bien que la justice américaine n'acceptera jamais de livrer un citoyen américain à n'importe quelle juridiction du monde. Mais elle n'hésite pas à le demander aux autres. Non, mais c'est la question qu'on se pose. Mais elle n'hésite pas, elle est même partie récupérer le président d'un pays indépendant qu'elle a mis dans sa prison chez elle. C'est ça le rapport de force. C'est simplement que ça va être très compliqué. C'est compliqué. C'est ça le rapport de force. C'est Touré, si je ne m'abuse pas, à demander que le pouvoir politique s'occupe de ce dossier. Au-delà, il vient bien de le reconnaître que les États-Unis ne vont jamais livrer un citoyen américain à un autre pays. Mais ils ne se gênent pas de demander ceux des autres. Monsieur Touré, je vais vous poser la question que Jemal vous a plus ou moins... La question que Jemal vous a plus ou moins pensée. Ne pensez-vous pas que si le pouvoir politique interfère dans ce conflit, ça voudrait dire que la justice ivoirienne et burkinabé ne serait pas indépendante? Non, moi je pense que la justice d'abord est territoriale. Nos lois sont faites à l'image de notre pays et de notre territoire. Et donc? Mais quand il s'agit bien d'un autre pays, il faut des instruments internationaux. Mais ils existent, ceux-là. Qui existent, auxquels on peut se tourner. Mais à mon avis, je suis convaincu... La justice est territoriale, mais là, a priori, ce sont deux pays. Mais c'est justement la territorialité. Il s'agit des règles appliquées au Burkina Faso. Monsieur Touré, la territorialité... Qui sont pas... Et si la loi... Attendez, s'il vous plaît. Et si la loi ivoirienne interdit à l'État ivoirien de livrer un citoyen ivoirien... Mais ce sera sans doute le cas. Au Burkina. C'est le cas, en général. La Côte d'Ivoire n'extrait pas ses nationaux, de toute façon. Mais ce sera sans doute le cas. Donc qu'est-ce qu'il faut? On va finir ce débat. On en reparlera certainement bientôt, Monsieur Touré. On va marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News.